Très bien, les amis. Bon mardi à tous. On a beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui. Tout d'abord, on nous a donné beaucoup d'alibis concernant le 10 septembre où les gens se trouvaient lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Et je dois dire que ces alibis commencent à s'effondrer comme le bâtiment 7 lors du 11 septembre. On va aussi parler de ça, du bâtiment 7, très brièvement. Aussi, Ben Shapiro regarde chaque minute de cette émission. Croyez-moi, il la cite directement tout le temps, partout où il va. On ne sait pas, non, mais on sait. Et vous devez absolument regarder cet extrait où il essaye de se moquer de moi. C'est juste, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai vraiment gagné. Bienvenue à nouveau sur Candace. Il se passe beaucoup de choses, les amis. Beaucoup de choses à aborder, à découvrir. Et apparemment, notre gouvernement est là dehors, essayant simplement de découvrir certaines choses. Et je dois juste vous dire ce qui se passe dans ce monde en ce moment de la meilleure façon possible pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes essentiellement les Moldus. Pour ceux d'entre nous qui ont lu Harry Potter, peut-être ceux qui, comme moi, étaient un peu geeks et l'ont lu plusieurs fois, dans l'histoire de Harry Potter, nous sommes les Moldus. Il existe tout un monde de sorcellerie et de magie, d'obscurité spirituelle et de lumière spirituelle qui se déroule. Des gens qui pratiquent en ligne littéralement la magie babylonienne, et ils nous ont intentionnellement rendus comme les Moldus, les gens qui ne se rendent même pas compte que tout cela se passe. Tout cela semble tellement ridicule. Ça ne peut pas être vrai. Et je pense que cela a commencé, d'ailleurs, à nous transformer en idiots. Cela a commencé en Amérique quand ils ont retiré la Bible des salles de classe. La Bible était autrefois enseignée dans les écoles publiques afin que l'on connaisse son histoire. Puis, d'une certaine manière, Hollywood a pris de l'ampleur et ils se moquent un peu des gens qui vont à l'église. De plus, les personnes qui vont à l'église voient aussi la parole être pervertie d'une certaine façon, comme nous l'avons largement abordé dans cette émission. Ils nous ont fait croire, en somme, que la Bible était un conte de fées, nous aveuglant ainsi tous sur le fait qu'elle est bel et bien réelle. Tout est réel, les anges, les démons. Aujourd'hui, ça va juste être un de ces épisodes-là, un épisode VOTF où je vais vous raconter la véritable histoire de ce que nous faisions en Irak. Nous sommes en Irak. Revenons en arrière. Reculons un peu. Récapitulons la version moldue de ce qu'on nous a dit, d'accord? La version moldue, c'est comme ça qu'elle se présente. Le 11 septembre 2001, des super méchants musulmans, que la plupart d'entre nous connaissent aujourd'hui comme des Israéliens, ont détourné des avions et les ont lancés contre le Pentagone, les ont fait s'écraser sur le bâtiment du Pentagone, ainsi que sur les tours jumelles, puis sur le bâtiment 7. Il s'est un peu trop ému en voyant ses amis se faire percuter et a décidé de s'effondrer tout seul, n'est-ce pas? Au fait, je devrais préciser qu'au Pentagone, cet avion était aussi très particulier. Apparemment, il n'avait pas d'aile quand il s'est écrasé sur le Pentagone. Certaines personnes ont dit qu'elles avaient entendu un missile, mais nous n'allons pas poser de questions. Nous ne sommes pas là pour débattre de ces théories du complot. On nous a dit que tout cela avait été orchestré par les Saoudiens, ils avaient détourné l'avion. Comment le savait-on? Eh bien, parce que l'un d'eux a eu la gentillesse de laisser tomber son passeport sur le trottoir, comme par hasard, pour s'assurer que nous sachions bien que c'était eux qui commettaient ces crimes ultra profonds, ultra méga diaboliques. Je vous rappelle très rapidement cette vidéo à propos du passeport retrouvé. Donna, lorsque ces immeubles se sont effondrés mardi, ils ont projeté des débris sur plusieurs pâtés de maisons dans toutes les directions. Et c'est dans l'un de ces secteurs, à quelques pâtés de maisons du site du World Trade Center, apparemment, que ce passeport a été retrouvé. Le FBI a annoncé avoir retrouvé le passeport de l'un des pirates de l'air, qui faisait partie de ceux qui étaient à bord de l'un des deux avions ayant percuté les tours jumelles mardi matin. Je veux dire, j'étais jeune. Pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas jeunes et qui étiez déjà adultes, avez-vous simplement accepté cela? J'étais un enfant. Voilà mon excuse. D'accord? J'étais au collège. Mais pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au collège, avez-vous simplement accepté cela? Ceux d'entre vous qui ont une famille, avez-vous regardé les informations et vous êtes-vous dit « Non, ça a du sens ». Oui, les débris sont tombés, on n'a même pas pu trouver de restes humains, mais malheureusement, ils ont été projetés par la fenêtre. Il a l'air d'avoir jeté son passeport
Je ne sais pas, j'ai tellement de questions à ce sujet. Mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour refaire le procès du 11 septembre. Nous savons ce que nous avons ressenti. Nous nous sommes tous rassemblés autour de ces énormes téléviseurs à écran large et encombrants. Et nous nous attendions peut-être, à la suite de cela, à devoir effectivement entrer en guerre contre l'Arabie saoudite. C'est ce qui semblait logique. Ils ont laissé tomber les passeports pour qu'on les trouve, ainsi que les débris. En réalité, cela ne s'est pas produit. Étrangement, on nous a dit quelques années plus tard qu'il fallait partir très vite en guerre contre l'Irak. Hier, je vous ai parlé de cela. L'épopée de Gilgamesh d'Uruk est en fait comprise comme l'histoire de Nimrod dans la Bible. C'était un guerrier qui s'est rebellé contre Dieu, Nimrod, et qui a établi son propre royaume en Mésopotamie et en Assyrie. Je vous montre cette carte de cette région. Comme ça, vous pouvez voir exactement de quel endroit nous parlons. On a un peu l'impression que c'est là qu'on fait beaucoup de choses en ce moment, en fait, au Liban, en Syrie. Et maintenant, on parle d'entrer en Iran. Eh bien, j'ai reçu un email hier de l'un d'entre vous et je dois vous le lire parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai aussi reçu d'autres emails, mais celui-ci, je vais juste vous le lire. Cher Candace, je n'envoie jamais d'email aux gens, mais j'ai regardé votre émission aujourd'hui et j'ai ressenti le besoin de vous envoyer ce message. Vous avez mentionné dans votre émission que les Clinton voulaient trouver la tombe de Gilgamesh. Vous devez regarder les recherches qui ont été faites par Rob Skiba. Ils ont effectivement trouvé Gilgamesh alias Nimrod. C'était un géant. Il était très bien conservé. Oui, nous avons envahi juste après qu'il ait été trouvé. Le premier endroit où nous sommes allés pendant cette guerre et où nous avons installé une base, c'était un musée. Pas n'importe quel musée, le musée qui détenait toutes les reliques liées à cela. Il contenait aussi toutes les tablettes cunéiformes de Babylone et de la tombe de Gilgamesh ou Nimrod. Ils ont dit que le musée avait été, je cite, pillé et que l'armée avait tout récupéré, sauf les tablettes. Cela avait trait à la réincarnation et au retour des Néphilim, les anges déchus mentionnés dans la Genèse 6. La Bible en parle. Ce n'est pas un fantasme, c'est un fait. Ils ont besoin de Nimrod pour faire apparaître l'Antéchrist. Veuillez regarder Babylon Rising par Rob Skiba ou lisez le livre ou ses autres ouvrages sur ce sujet. Il a réalisé de nombreuses vidéos et écrit de nombreux livres, étaye son travail et utilise également les Écritures. Il n'est pas le seul à savoir cela et à avoir vérifié ces choses. Je prie pour que, si vous ne le saviez pas déjà, cela vous aide à poursuivre votre quête de vérité. Maintenant, ce terme, Babylon Rising, m'a tout de suite semblé intéressant. Parce que, comme je vous l'ai expliqué à propos des pratiques de l'élite, et je vous le dis, cela remonte aux tablettes sumériennes. Ha ha ha, le projet Looking Glass. J'ai mis tout le monde mal à l'aise quand j'ai parlé de ça. Cette idée de ces occultistes, Babylon Rising, les titres de leurs livres, cette magie babylonienne, c'est un thème qui revient sans cesse, que l'on parle d'Aleister Crowley ou de Jack Parsons. Alors, je me suis dit, attends une seconde, parce qu'on n'a jamais vraiment eu de réponse sur ce qu'on faisait en Irak. Vous savez, l'email s'avère être authentique. Effectivement, en 2002, un groupe des géophysiciens allemands ont commencé à se rendre dans l'Irak moderne pour cartographier ce qu'ils pensaient avoir découvert, à savoir l'Irak antique qui correspondait aux anciens textes de Gilgamesh. Je vais vous montrer ce titre parce que honnêtement, c'est incroyable. 2 géophysiciens allemands, l'un nommé Georg Fassbinder et l'autre Helmut Becker, travaillaient pour l'Office bavarois de conservation à Munich. Et ils ont commencé à utiliser la cartographie magnétique pour découvrir l'ancienne ville. Et soudain, ils se disent « Attendez une seconde, où est-ce que c'est? C'est son tombeau? À quel moment exactement l'ont-ils trouvé? » Nous savons avec certitude que c'était entre mai 2002 et tout début 2003. Ils sont devenus convaincus qu'ils avaient effectivement trouvé la véritable tombe de Gilgamesh, également, comme je l'ai dit, connue sous le nom de Nimrod dans la Bible. Cela se situe exactement dans la période où nous prenons la décision d'envahir l'Irak. Ça va devenir encore plus fou. Nous sommes le 5 février 2003. Colin Powell déclare publiquement de façon assez notoire et désormais tristement célèbre que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Il brandit l'anthrax. Il s'adresse au Conseil de sécurité des Nations unies. D'accord. Puis, aussi rapidement, le mois suivant, le 20 mars 2003, nous envahissons l'Irak. Le public en est informé quelques semaines plus tard.
La BBC donc affirme que, effectivement, l'équipe de Binder avait bien fait la découverte de la tombe de Gilgamesh. Et, comme par hasard, devinez ce que nos gars ont fait. Ils étaient là. Ils ont justement installé leur base militaire à cet endroit précis. C'est juste incroyable. Colin Powell déclare publiquement qu'il y a des armes de destruction massives lors de son discours. Et puis, bam, nous voilà au sommet de Babylone. Mais qu'est-ce qu'on faisait exactement là-bas? À part, tu sais, le massacre de masse habituel, le pillage des civilisations et structures chrétiennes anciennes, 1 million de civils irakiens, des civils qui ont été tués. Ça, c'est acquis. On est toujours en train de détruire des reliques chrétiennes parce qu'il faut qu'on détruise l'histoire. Ils doivent détruire l'histoire. Mais avec le recul, je dois dire que je dois reconnaître mon gars, Colin Powell. En regardant ça de plus près, je pense qu'il disait la vérité. Il cherchait effectivement des armes de destruction massive, mais d'un calibre spirituel, une destruction spirituelle massive. Ce n'est absolument pas une théorie du complot. Vous pouvez vérifier par vous-même que, comme je vous l'ai dit, nous avons installé notre camp militaire Alpha, juste au sommet de l'ancienne Babylone. Nos gars ont alors commencé à creuser. Ils ont dit que la raison pour laquelle ils avaient choisi cet endroit, c'était parce qu'ils voulaient le protéger, le site contre les pilleurs. Sauf que, je suppose, les militaires se sont embrouillés là-haut. Ils se sont mis à piller par accident. Les instructions n'étaient tout simplement pas claires là-bas. C'est en fait un article des Nations Unies publié en 2009, quand nous avons dû confesser nos péchés devant le monde. On peut y lire en partie, je cite, « Babylone était la capitale de 2 célèbres rois de l'Antiquité. Je suis Robbie, qui a introduit l'un des premiers codes de loi du monde, et, bien sûr, Nabuchodonosor, partiellement fouillé au cours du siècle dernier, une grande partie de l'ancienne Babylone, située à 90 km au sud de Bagdad, reste encore inexplorée. Or, selon un rapport du British Museum de 2005, l'utilisation de Babylone comme camp par une force multinationale entre avril 2003 et décembre 2004, par les forces de la coalition équivaut, je cite, à établir un camp militaire autour de la Grande Pyramide d'Égypte ou de Stonehenge en Grande-Bretagne. On nous dit plus loin que Babylone a effectivement été pillée lors de la guerre de 2003, lorsque des objets provenant des musées Hammurabi et Nabuchodonosor, ainsi que de la bibliothèque et des archives de Babylone, ont été volés et détruits. Est-ce qu'on part simplement en guerre parce qu'on voulait faire des fouilles archéologiques? Et en réalité, on n'avait même pas le droit de le faire parce que cela avait été découvert et appartenait au peuple irakien. Alors ils ont dit, oh, des armes de destruction massive. Il va falloir qu'on y aille, qu'on installe le campement et qu'on fasse quelques fouilles. Et effectivement, c'est ce que les habitants ont affirmé avoir fait. Et ils ont simplement transporté les marchandises hors de là. Ceci provient de NBC News. Cela nous indique qu'un haut responsable américain, un officier militaire, a déclaré être prêt à présenter des excuses pour les dégâts causés par ses troupes sur l'un des sites antiques les plus célèbres d'Irak. Société de radiodiffusion britannique, il a été rapporté vendredi qu'après l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis, les Marines ont construit une piste d'atterrissage pour hélicoptères sur les ruines de Babylone et ont rempli leurs sacs de sable avec des fragments archéologiques de l'ancienne cité. Il a été dit que les vibrations des hélicoptères américains ont provoqué l'effondrement du toit de l'un des bâtiments. Nous n'étions pas là pour protéger les ruines antiques. Nous étions là pour piller, pour voler et pour dérober. Juste après, nous découvrons que Gilgamesh, le tombeau de Gilgamesh, se trouve dans cette ville. Les habitants ont rapporté que, la nuit, les Américains creusaient et extrayaient lors d'opérations militaires. Mais pour aller où? C'est la question. Où ont-ils emmené les restes de Nimrod? Pourquoi les veulent-ils? À votre avis, qu'essaient-ils de faire avec le corps de Nimrod? Il est temps que vous vous réveilliez. Réveillez-vous vraiment et comprenez que beaucoup d'entre nous sortent un peu d'un brouillard. Moi, certainement. N'oubliez jamais qui était Nimrod dans la Bible, n'est-ce pas? Nimrod était le premier partisan d'un gouvernement mondial, cherchant à unir l'humanité sous la tour de Babel, un système unique créé en défiance du Créateur. Gouvernement mondial. C'est pourquoi les cultes mystérieux vénèrent Nimrod. Les francs-maçons vénèrent Nimrod.
Dans la tradition maçonnique, Nimrod est considéré comme le premier grand maître, même avant Salomon. Je vous en parlais. Tout cela est très réel. Cela devrait vous choquer. Vous vous demandez sûrement, est-ce que j'étais un insecte? Oui, absolument. Et donc, des gens ont ensuite fouillé et cela est devenu un peu confus d'ailleurs. Donc, je devrais préciser qu'il y a eu cette demande FOIA, jamais vraiment expliquée, qui a été déposée auprès du département d'État demandant des documents concernant la chambre de résurrection de Gilgamesh, l'emplacement de son corps et celui des Néphilim enterrés. De qui parlons-nous? De qui parlons-nous lorsque nous faisons référence à ces personnes, les anges déchus? Les amis, je vous le dis, et cela ne fait pas partie du canon catholique, mais vous avez le droit de le lire et vous devriez le lire. Je l'ai lu dans un avion. Je ne sais même pas ce qui me passait par la tête. Pourquoi j'ai décidé que je devais lire le livre d'Hénoch? Je pense que oui. C'est tellement important de lire le livre d'Hénoch, d'accord? Pour lire à propos des anges déchus. C'est votre véritable histoire. Je suis désolée de vous le dire, les gars, vous n'êtes pas un dinosaure, d'accord? Vous n'avez jamais été un dinosaure. Vous n'êtes pas juste en train de flotter. Merci, Katy Perry, mais vous n'êtes pas comme un sac plastique flottant dans le vent. Je n'ai jamais trouvé cette phrase pertinente pour moi. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Tout cela est très réel. Et les élites s'y sont accrochées. Ils détruisent l'histoire parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Ils imaginent un monde comme celui de Nimrod. Un gouvernement mondial unique. Ils vont être les dieux. Vous n'aurez aucune idée d'où vous venez. Vous n'aurez aucun sens de votre histoire. Et vos âmes seront complètement perverties et corrompues par eux. C'est ce qu'ils font. Alors les gens demandent toujours pourquoi. Je suis toujours si heureux et si positif. Comment est-ce possible? Que les dossiers Epstein puissent sortir et que je garde une attitude joyeuse. Hier, dans les commentaires, j'ai vu ça. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que nous savons que c'est réel et qu'ils pratiquent cela, eh bien, il faut aussi prendre en compte autre chose. Ils font cela parce que Dieu est réel. J'ai l'impression que c'est le meilleur message qui soit. Comment ne pas être heureux en réalisant qu'ils ne font que parier contre Dieu comme ils l'ont toujours fait? Ces gens veulent recréer Babylone. D'accord, c'est l'histoire d'Hollywood. Hollywood, Babylone, lisez les livres. Ils ont toujours été obsédés par ça. Mais contre qui s'oppose-t-il? Dieu. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, moi y compris, traversent une période de doute. Et c'est intentionnel, bien sûr, comme je l'ai dit, parce qu'ils nous ont privés de notre véritable histoire et que nous ne sommes même pas là où nous devrions être. Genre, on est en Amérique. Comment sommes-nous arrivés ici? Nous ne savons rien de nous-mêmes. Et tu traverses cette période où tu te demandes si Dieu existe vraiment ou non. Et j'ai certainement pensé non, en sortant du lycée, tout ça, c'était juste le truc de mes grands-parents. Ça, c'est l'ancien monde. Nous, on est le monde cool. Et puis tu atteins un certain âge, un certain point où tu reconnais, ah oui, Dieu existe vraiment. Et nous avons été endormis, nous avons été les moldus. Eux, ils savent qu'il est réel. Et tu veux mettre fin à ce règne satanique, à tout ce qu'ils ont fait et au sang qu'ils ont versé. C'est notre réveil, c'est notre prise de conscience. Alors tu devrais être heureux, tu devrais être encouragé. Tout ça ne devrait pas t'effrayer. Tu devrais être heureux de savoir que ce n'est pas tout. Et la raison pour laquelle ils veulent que les gens soient égoïstes, la raison pour laquelle ils veulent que nous soyons athées, pourquoi ils ont été si intentionnels à s'assurer de nous remplir de bêtises et de choses inutiles, sans aucun sens de la véritable histoire, pourquoi ils protègent le domaine de l'archéologie. Ils ne veulent jamais que nous soyons ceux qui découvrent quelque chose et apprennent quelque chose de réel sur l'histoire. La raison pour laquelle ils font tout cela, c'est parce qu'ainsi, ils peuvent t'amener à échanger ton âme. Par exemple, si tu crois vraiment que tout ce que tu as, c'est 4-20 ans et qu'il n'y a rien d'autre après, comme ils veulent te le faire croire, alors tu vendrais ton âme au diable pour de l'argent. C'est ce que beaucoup de gens font, mais quand soudain tu te dis « Oh, attends, il y a plus ». En fait, je suis une âme et je suis une âme éternelle. Alors tu te dis « D'accord, eh bien, je ne vais pas conclure un marché pour 7 000 $ afin de soutenir le meurtre d'enfants à Gaza. » C'est un message joyeux. Je vous le dis les gars, mais lisez le livre d'Hénoch si vous ne l'avez pas lu et apprenez-en plus sur les anges déchus. C'est incroyable. Découvrez votre véritable histoire. Bref, je voulais partager ça avec vous parce que je n'arrive pas à croire ça à propos de l'Irak. Les gens demandent, c'est quoi cette obsession avec l'Iran?
Pourquoi tout à coup cette obsession pour le Groenland? Je pense à quelque chose de bien plus grand. Je ne sais pas d'où vient cette obsession, mais j'ai tendance à voir les choses en bien plus grand. On va faire une courte pause avant que je vous parle de certains alibis qui, selon moi, sont peut-être en train de s'effondrer concernant le 10 septembre. Si j'aime Nimi Skincare, c'est qu'il facilite la régularité. Entre les lancements et les routines, le bruit ambiant pousse à changer sans cesse. C'est inefficace à long terme. Je choisis Nimi car c'est propre, simple et durable. Janvier est déjà éprouvant. Entre le froid, le chauffage, un emploi du temps chargé et le bruit ambiant, inutile de compliquer les choses. Restez constant. Nimi Skincare est fabriqué en Amérique et privilégie la discipline aux tendances. Sublimez votre peau avec Nimi Skincare. Visitez nimiskincare.com et utilisez mon code CANDICE10 pour 10% de réduction sur votre commande. Visitez nimiskincare.com. Découvrez aussi The Wellness Company si vous n'avez pas de problème de peau ou d'acné. Vous pourriez aussi être confronté à une cause profonde non traitée. Ça commence petit, peut-être un peu de rougeur, quelques boutons, puis ça peut s'étendre. Entre rendez-vous médicaux et produits testés sans succès, sachez que vous n'êtes pas seul. 25% des adultes souffrent d'acné, soit 14 millions d'Américains. Et beaucoup luttent contre la rosacée. Une personne sur 10 souffre de dermatite chronique ou d'eczéma. Ce ne sont pas seulement des problèmes esthétiques. Ça gratte, ça brûle et détruit votre confiance. Les produits du commerce masquent les symptômes, ignorant bactéries, acariens et inflammations, et beaucoup contiennent des produits agressifs causant des effets secondaires. La crème Ivermectin Clear Skin de The Wellness Company est différente. Cette formule dermatologique cible la cause profonde sous la peau. L'ivermectine transforme votre peau pour un aspect normal. Visitez TWC Health Candice et utilisez le code Candice pour $30 de rabais et livraison gratuite. C'est TWC Health /Candice. Compte tenu de leurs objectifs, qui pourrait être de ressusciter Nimrod, ce que je crois totalement. Étant donné ce thème de magie babylonienne, de l'occulte et de leurs rituels, tout cela est parfaitement lié. Et parce que je ne suis pas, comme je l'ai dit, comme un sac plastique porté par le vent, et que je suis désormais conscient de l'histoire. Et je crois en Dieu, et je sais évidemment que ces gens sont sataniques. Cela donne un nouveau sens à ce genre de culte militaire, car c'est aussi une corrélation que j'ai établie. C'est comme, sans arrêt, l'armée, 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 l'armée. Tellement d'implications même dans l'histoire de Charlie Kirk, c'est partout. J'ai dit, je ne sais pas quand Turning Point est littéralement devenu une opération militaire, mais c'est bien ce qui s'est passé. Toutes ces personnes avec des liens très forts avec l'armée, y compris sa femme, n'est-ce pas? Sa mère, en particulier. Je veux parler de l'alibi d'Erika le 10 septembre. Et je vais le dire clairement, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on nous dise la vérité concernant son alibi. Du moins je peux dire, je suppose que la meilleure façon de le formuler, c'est que j'ai désormais officiellement de sérieuses questions concernant son alibi. Et ces points d'interrogation concernent vraiment sa mère, Laurie France-Fay. J'ai étudié la vie d'Erika. Et quand on commence à faire cela et à établir une chronologie, cela mène inévitablement à sa mère, que je trouve très louche. Elle possède un certain nombre de LLC. Et quand je dis un certain nombre, je veux dire que c'est presque incalculable. Le nombre de LLC, essayez de comprendre exactement à quoi cela sert. La technologie, les connexions de la France à l'Arizona, à Cincinnati, au Massachusetts. Et j'ai réalisé quelque chose à propos de sa mère. Tout d'abord, je t'ai dit que lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était la seule fois où j'ai ressenti une émotion très forte de sa part, c'était en parlant de sa mère. Mais je me rends compte maintenant qu'il me semble qu'il y a un effort intentionnel pour protéger la mère d'Erika. Tout au long de cette histoire, même en ce qui concerne le 10 septembre. En menant jusqu'au 10 septembre, Erika a fait quelque chose c'est inhabituel. C'est inhabituel par rapport à la façon dont Erika publie habituellement. Elle ne publie généralement pas de choses sur sa mère. Elle est discrète à propos de sa mère. En fait, elle a toujours été très discrète à propos de sa mère. Si vous demandez aux gens de Turning Point USA, vous ne connaissez pas sa mère, malgré le fait que sa mère siège au conseil d'administration d'entreprises liées à Turning Point USA, malgré le fait que sa mère soit impliquée dans tout ce qui concerne la géolocalisation et ce genre de choses. Comment s'appelle cette entreprise précisément?
Superfeed Technologies, malgré le fait que sa mère était, vous savez, présente à côté d'Erika en 2015 lorsqu'elle se tenait derrière Trump. Ils ne connaissent pas la mère d'Erika. Superfree Technologies, Tyler Boyer la connaît, mais elle la garde plutôt en retrait. Donc, c'était inhabituel et je peux vous dire exactement à quel point c'était inhabituel. Erika n'avait rien publié à propos de sa mère depuis 2022. Ensuite, malgré le fait que la dernière publication remontait à avril 2022 pour la fête des mères, elle a fait un post pour sa mère. Je crois que c'était pour la fête des mères. Avançons jusqu'en 2025 et elle déménage le 7 septembre, juste 3 jours avant la mort de Charlie. Elle ne se contente pas de publier une photo de sa mère. Elle publie une photo de sa mère dans une position incroyablement vulnérable. Sa mère semble très malade et elle écrit « Je voulais m'assurer que tu sois la première ». Et si vous regardez cela, si vous y jetez un œil, c'est un compte à rebours d'une certaine sorte et elle dit « 10 jours avant le 16 septembre ». Maintenant, on ne sait pas à quoi correspondait ce compte à rebours de 10 jours, car évidemment, les choses ont changé. En fait, le 16 septembre, c'est le jour où elle a animé son premier appel Zoom en tant que nouvelle PDG et présidente, mais je suis sûre qu'il y avait un autre plan à l'origine. Encore une fois, c'est inhabituel, même pour des personnes qui sont discrètes sur Instagram, je veux dire, même pour celles qui sont très publiques, qui partagent tout, qui en montrent trop sur Instagram. On n'a pas envie de publier quelqu'un dans une position aussi vulnérable. Ce n'est pas comme ça qu'on veut utiliser Instagram. Ce n'est pas son genre, ni celui de Charlie. En ce qui concerne leur vie privée, ils sont en réalité extrêmement discrets. On ne voit pas de photos de leurs enfants. Donc c'était nouveau, c'était différent, c'était exceptionnel, je pense que c'était quelque chose qu'on peut dire. Avançons de quelques jours jusqu'au 10 septembre et nous apprenons, l'une des personnes qui nous l'a dit était le New York Times, que le 10 septembre, Erika était à l'hôpital pendant que sa mère recevait des traitements. Voilà, le mot « hôpital » vient du New York Times. Ce n'était pas une citation directe d'Erika, mais ils ont dit qu'elle était à l'hôpital quand Mikey McCoy l'a appelée. Entre guillemets, en quelques secondes. Nous avons appris plus tard qu'en réalité, cet appel téléphonique n'est pas arrivé en quelques secondes. En fait, Mikey a d'abord appelé sa femme, alors pour ce qui est de la formation que Charlie lui aurait soi-disant donnée, vous savez, c'est ce que vous êtes censé faire immédiatement. S'éloigner, appeler sa femme, puis appeler Erika 3 secondes plus tard. Enfin, 3 minutes plus tard, plus de 3 minutes plus tard, puis ajouter Erika à la conversation pendant que sa femme est toujours en ligne. J'ai du mal à y croire, mais bon. On sait qu'ils ont eu un appel très bref, quelques minutes, et... Ensuite, on nous dit qu'elle a quitté sa mère, qui recevait un traitement médical, puis qu'elle s'est effondrée sur le parking. Là, je me suis soudainement intéressée à ce récit pour plusieurs raisons, car j'ai alors réalisé que sa mère avait de nouveau servi d'alibi. Quand je contactais Justin Strife, en essayant de comprendre ce qu'Erika faisait le 8 septembre, cherchant simplement un alibi, ça n'arrêtait pas d'être repoussé. Et on m'a dit que sa mère était très, très malade et que c'était la raison pour laquelle elle passait ses journées à l'hôpital avec sa mère. Je peux confirmer que, d'après le message qu'il m'a envoyé, l'éclairage ne ressemble certainement pas à celui d'un hôpital. On dirait qu'elle est là où elle se trouve, c'est-à-dire dans son immeuble. Et ce que je peux également vous confirmer maintenant, c'est que la mère recevait un traitement, non pas à l'hôpital, mais dans une sorte de clinique holistique, si vous voulez. Et encore une fois, c'est l'une de ces situations où l'on se dit qu'on ne parlerait normalement pas de la santé de la mère de quelqu'un, mais là, vous nous mettez dans le cercueil avec Charlie. Nous avons le droit de demander où il est enterré. Vous allez nous mettre dans cette position très vulnérable avec votre mère. J'imagine qu'il est acceptable pour nous de discuter des maladies de votre mère puisque c'était une publication, n'est-ce pas? Je ne posterai jamais, 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 jamais cela. Je trouve cela, encore une fois, je ne posterai pas non plus quelqu'un dans un cercueil, mais chacun fait comme il veut. Ce que je trouve intéressant, c'est que je le sais depuis un moment. Elle ne ment pas au sujet de sa mère qui a la maladie de Lyme. C'est bien ce dont souffre sa mère. Je le sais parce que j'en ai parlé avec Charlie. Charlie, il était une fois, lui et moi avons longuement parlé du fait qu'il prenait l'avion, sa mère, pour aller suivre des traitements contre la maladie de Lyme à l'étranger parce qu'il y avait de meilleures options de traitement en Europe. Bella Hadid publie beaucoup à ce sujet. Elle, et je crois que son frère aussi, ont la maladie de Lyme. Et c'est vrai parfois. Elle va à l'étranger et elle publie sur les différents traitements médicaux disponibles en Europe.
Donc, je savais que sa mère avait la maladie de Lyme. Ça, non, ça passait totalement. Pour moi, ça passait le test. Mais je pense que la raison pour laquelle on nous a donné quelque chose d'aussi vague et qu'on nous a laissé croire qu'elle était à l'hôpital, c'était pour qu'on ne pose pas la question suivante, à savoir pourquoi elle n'est pas allée avec Erika dans l'Utah. Comme tu es avec ta mère quand tu apprends la nouvelle, pourquoi ne pas partir tout de suite avec ta fille dans l'Utah? Donc, on nous a laissé croire qu'elle était dans un état qui l'empêchait de le faire. Je trouve cela intéressant, surtout parce que j'ai appris, et je crois que c'est exact, que le 8 septembre, on peut retrouver la chronologie ici. Charlie a emmené la mère d'Erika pour un traitement contre la maladie de Lyme dans une clinique. J'ai l'adresse, le nom de la clinique. Je ne vais pas publier cela parce que je ne pense pas que ce soit pertinent pour le moment, mais cela rend le 8 septembre vraiment intéressant parce qu'on m'a dit que ces traitements, et encore une fois, ce sont des traitements holistiques auxquels on peut accéder dans un centre. Il existe aujourd'hui toutes sortes de choses que l'on peut faire pour la maladie de Lyme et d'autres maladies. On m'a dit que ces traitements durent entre 1 et 2 heures. D'accord, 1 heure pour la durée la plus courte, puis jusqu'à 2 heures. Et oui, si tu voulais, tu pourrais recevoir un traitement intensif. Le 8, suivi d'un autre le 10, 2 jours plus tard. Donc, je n'ai pas besoin de remettre en question ce récit. Mais je commence à regarder l'emploi du temps de Charlie. Parce que Charlie est revenu de Corée et de Tokyo, de son voyage, très tard, presque au petit matin du 8 septembre, très tard le 7. Nous savons quand il a atterri en Californie puis a continué vers l'Arizona. Donc, je suppose qu'il a dormi. Et puis, on sait qu'il est chez lui quand il apparaît dans son studio à domicile pour le Charlie Kirk Show. Il ne va pas au bureau ce jour-là et il va falloir qu'on trouve comment il a pu accompagner Laurie dans un centre de traitement. Cela me fait aussi penser, comme je l'ai mentionné l'autre jour, qu'Erika n'était pas là le 8, à cause de la déclaration de Frank Turek où il dit que Charlie s'occupait des enfants. Je n'arrive pas à trouver une seule personne dans ce complexe où ils vivent qui puisse confirmer avoir vu Erika ce jour-là. Et ils la connaissent. Ils confirment l'avoir vue le 9. C'est ça. Ils ne l'ont pas vue le 8. OK, maintenant nous avons Charlie. Pourquoi Charlie irait-il? OK, elle dit. Ils étaient très proches. Je suppose que si Erika avait été disponible, c'est peut-être elle qui l'aurait emmené. À ce traitement, non? Ce traitement d'1 à 2 heures. Et cela nous place dans cette fenêtre où, si l'on tient compte du temps de trajet, ce traitement doit avoir eu lieu entre midi et 15h30. Et si c'est un traitement long, c'est dans cet intervalle qu'on le place, car sinon, ce n'est pas possible. Nous avons tout le reste intégré dans cette chronologie, et ces éléments, encore une fois, sont vérifiables. Encore une fois, le fait qu'Erika dise qu'elle a préparé le dîner pour Charlie, cela a servi d'alibi pour Fort Huachuca. J'ai des questions à ce sujet. J'ai beaucoup de questions sur cette chronologie en particulier et sur le fait qu'elle était réellement à la maison en train de lui préparer le dîner ou non. Cela laisse entrevoir la possibilité qu'Erika était tout simplement pas là du tout le 8. Et la façon dont sa mère a de nouveau été utilisée pour, en quelque sorte, nous culpabiliser et nous empêcher de poser des questions. Donc, je lui demandais pour Huachuco. Elle est avec sa mère, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse, ce qui n'aurait pas dû arriver. Et puis, j'ai envoyé un texto et j'ai dit « Tu m'as dit ça ». Elle est, pas du tout disponible parce qu'elle est avec sa mère et sa mère est à l'hôpital. Mais en réalité, elle est à un match de basket parce qu'un fan a aperçu Erika à un match de basket. Et puis, c'était « Oh oui ». C'était un match de football, Skylar? Un match de football. Et puis c'était oh, d'accord, tu demandes ce truc de Fort Huachuca, blablabla. Et puis ils m'ont donné quelque chose que je n'avais pas demandé. Peut-être que je n'ai pas été claire. Mais pendant des semaines, j'essaie juste d'obtenir un alibi de base pour le 8 septembre. Et j'ai juste l'impression de me faire balader. Ils me répondent enfin, puis m'envoient une mise en demeure peu après. Et ils ont mentionné Fort Huachuca. J'ai des questions. Je pense qu'on nous a manipulés émotionnellement pour ne pas poser de questions sur sa mère, qui ici elle est vraiment très malade et je n'en doute pas. Et comme je l'ai dit, je sais qu'elle a la maladie de Lyme, c'est un fait. Et je sais qu'il existe différents niveaux et stades de la maladie de Lyme, c'est un fait. Je ne doute de rien de tout cela. Je dis juste que je te comprends
On nous a intentionnellement donné cette histoire pour que personne ne puisse y toucher. Ce post-là, pour moi, me semble un peu manipulateur. Je n'arrive pas à l'expliquer. Ce n'est pas son style habituel de publication. Elle ne publie pas ce genre de choses. C'est un peu comme Charlie dans Le Cercueil, non? Et puis soudainement, genre, est-ce que je peux avoir quelque chose pour moi? Quand les gens posent une question du genre, « Hey, en fait, où l'as-tu enterré? » Et puis soudainement, c'est comme, « Comment oses-tu t'immiscer dans l'endroit où se trouve le corps de Charlie? » Quoi, tu vas littéralement nous mettre dans le cercueil avec, genre, ton principal collecteur de fonds, une personne pour gagner de l'argent. Donc, on a le droit de poser des questions que si ça rapporte de l'argent. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. En fait, ça ne marche pas comme ça. Je voulais juste soulever ce point. Et j'ai d'autres pistes que je vais explorer, mais je voulais déjà mettre ça sur la table. J'ai du mal à confirmer cette histoire. Et je me demande pourquoi. Donc, si vous avez des informations, et d'ailleurs, je connais les noms de 2 cliniques différentes parce qu'il y en avait bien 2, celle du 10 et celle du 8. Si vous avez la moindre information, merci de nous envoyer plus de pistes à CandiceOwens.com. Alors que nous commençons à rassembler les pièces de ce qui pourrait être un alibi douteux. Il se peut que des gens aient reçu des consignes sur ce qu'ils devaient dire ou faire, que des personnes se trouvaient à certains endroits, mais quelque chose ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous allons découvrir la vérité. Nous finirons par connaître la vérité. Le Christ est roi, comme on dit, et c'est d'ailleurs le moment idéal pour annoncer que je vais prendre la parole. En fait, cela fait un moment que je n'ai pas parlé en public. J'ai travaillé sur mon podcast parce que j'étais en guerre contre les sionistes. Mais je prendrai la parole lors de la conférence Catholics for Catholics le 19 mars à Washington, D.C. La raison pour laquelle je n'ai pas pris la parole depuis plus d'1 an, c'est d'abord parce que j'étais censée partir en tournée en Australie, mais j'ai été bloquée par le lobby sioniste d'Australie. J'étais censée partir en tournée avec Charlie avant sa mort, mais j'ai été bloquée par les sionistes ici, en Amérique. C'est donc rafraîchissant et positif que l'Église catholique se tienne à l'écart de ce genre d'influence politique. Cela n'a vraiment pas sa place là-bas, cela n'a pas sa place là-bas. Si vous êtes catholique, ou même simplement curieux à propos du catholicisme, j'aimerais vraiment que vous soyez présent. Vous pouvez visiter FORC, donc c4c.com/prayer, et vous économiserez $100 sur votre achat si vous utilisez le code Candice lors du paiement. C4C, cela signifie catholique pour les catholiques.com/prière. Et le code est valable jusqu'à la Saint-Valentin. Et voici Johnny. Ouais, j'aurais beaucoup à dire ici, mais je vais probablement réserver cela pour la partie où j'expliquerai comment je me suis impliquée auprès des catholiques, pour les catholiques. Il y en a tellement. J'y vois beaucoup de Dieu. Voici donc l'annonce de Johnny Yep. La guerre appelle des guerriers, des hommes et des femmes prêts à tout risquer dans la quête de la vérité. À peine 48 heures avant que mon ami Charlie Kirk ne soit attaqué, malgré une forte opposition, il a fait connaître son intention d'inviter Candace à prendre la parole lors de son propre événement phare. Dans cet esprit, et en hommage à mon ami Charlie, Catholics for Catholics a l'honneur d'annoncer que Candace Owens se joindra à nous en tant qu'une des conférencières principales lors de notre gala national de prière catholique pour l'Amérique à Washington, D.C. le 19 mars. Devenir un étudiant de l'histoire, c'est devenir catholique. Charlie avait prédit qu'un jour, lorsqu'il mourrait jeune, Candace deviendrait un David dans le combat pour l'Amérique. Elle témoignera de la façon dont sa foi en Christ lui a donné le courage d'affronter les géants dans ce monde antichrétien. Depuis la nuit des temps, c'est une véritable guerre sainte qui est menée contre la bonté. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur c4c.com. Soit là-bas, le Christ est roi. J'en dirai plus sur scène, mais Johnny est venu me voir à l'improviste. Je l'appelle Johnny, ça sonne mieux ainsi. Johnny debout. Elle a passé la semaine dernière pendant que j'étais en transe et que je sentais un péril. Il est descendu, nous a vus et on a parlé de Charlie. Il le sentait tout proche. Je voulais dire que l'on soutenait tous à fond cette équipe. Parce qu'il fréquente la même église que Charlie, il a dit un truc du genre. Je crois qu'il est proche. Le gars et moi, on se disait que je le poussais trop sur le côté catholique. C'est arrivé comme ça. Quelle synergie. Je suis ravie. Je pense que c'est une direction à prendre. Je pense que nous réalisons tous maintenant qu'il s'agit d'une guerre spirituelle, d'un combat entre le bien et le mal, entre les menteurs et la vérité.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je prends soudainement plaisir à regarder des extraits de Ben Shapiro. Tout d'abord parce que j'ai travaillé chez Daily Wire. Donc, quand je regarde des extraits, j'ai juste un regard assez rare sur ce qui se passe. Il y avait ce truc qu'on avait chez Daily Wire, ou plutôt que j'avais chez Daily Wire, mais qu'ils ont toujours, qui s'appelle All Access, tu vois. Et en gros, c'est pour tes plus grands fans qui peuvent te poser des questions. Donc, l'idée, avant tout, c'est qu'ils essaient de mettre ça en place. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui posent des questions, un producteur va simplement écrire quelques questions, genre avant que les gens se connectent, il va juste écrire des questions pour lancer la discussion. Et j'imagine simplement qu'il y a beaucoup de producteurs qui écrivent des questions que Ben veut qu'il pose pour qu'il puisse y répondre. Et un peu me tacler. C'est ce qu'on voit. Faute d'arguments, leur nouvelle stratégie est de dire que je suis stupide. Candace est juste idiote. Elle a mal prononcé un mot. On va faire défiler 300 épisodes. Et regardez, elle voulait dire « révélation », mais elle a dit « relevation ». Ah, elle est ignorante. Donc Ben répond de façon tellement évidente à la question posée par son producteur. Il souligne mes moindres erreurs et balance tout dans l'algorithme. Les gens font des vidéos, parfois sans raison, comme quand je parlais de la température. Et ils en ont fait toute une histoire à propos de la température à laquelle l'eau gèle, comme s'ils ne comprenaient pas ça. S'il fait 30 degrés dehors, il fait plus chaud à certains endroits et plus frais à d'autres. Il fait plus chaud sur ma terrasse. Vous savez que le soleil se lève, non? Et genre, il fait chaud d'un côté de la maison? C'est tellement ridicule. J'ai essayé de faire passer ça. C'était juste ridicule. Genre, je dis qu'il fait 40 degrés sur ma terrasse et la neige ne fond pas. Il fait 32 degrés ici à Nashville. Et eux, ils disent « Elle est idiote. Elle ne comprend pas que la neige ne fond pas. » Bref, vous allez regarder Ben Shapiro parce que c'est leur nouveau truc. Candace est une idiote. Il se pose une question pour pouvoir y répondre lui-même. Et bien sûr, il se moque aussi d'un rêve et le rend un peu bizarre. Quand j'ai dit ça, genre, je l'ai décrit comme un échiquier. Écoutez ça. Est-ce que j'ai bien entendu? Candace a dit dans son émission qu'elle avait rêvé de jouer aux échecs de Poudlard avec toi? Bon, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment très bien. Comme tu le sais déjà. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. Enfin, je suppose que ça se prononce what-eared ou what-eared. Je devrais le prononcer? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait avoir une discussion sur la température à laquelle la glace gèle. Ou peut-être qu'on peut parler de différents termes allemands et de leur prononciation correcte, comme Blitzkrieg. Je l'admets. Je l'admets sans détour. J'avoue avoir fait quelques blagues au bureau sur d'autres petits déjeuners nazis que les Blitzkrieg, comme par exemple les gaufres Luftwaffe. Candace a également interviewé Basim Youssef et lui a dit qu'elle pensait qu'il s'était passé quelque chose de grave dans son enfance, car il était obsédé par un sujet et manquait d'empathie. Mec, tellement de projections. Oh mon Dieu. Quoi? Oui, bien sûr. Mhm. D'accord. Peu importe, mec. Peu importe. Je Veux juste reconnaître le fait qu'il regarde chaque minute de ça. Assume-le simplement. Tu es un fan, c'est ce que tu es. Tu as tout, absolument tout. Tu as même sa tasse de fan? C'est juste incroyable. Et cette nouvelle tendance de Candace est une idiote. Si je suis une idiote, tu devrais essayer. Tu pourrais avoir une entreprise qui marche. Si je suis idiote, Ben, essaie donc. J'aime que ce soit leur penchant naturel, car quand on apprend la vraie histoire de l'esclavage, Ben, je suis peut-être ignorante, mais pas à ce point. Ils meurent d'envie de lâcher le mot en haine. Ils en sont au stade où ils cherchent comment l'utiliser sans vraiment le dire. Tomber dans le fait de juste dire le mot en haine, genre « je ne veux pas être Nick Fuentes, mais tu sais, Ben, je vais te donner un pass pour le mot en haine. Vas-y, dis-le, libère-toi, tu peux le faire. C'est bien ce que ça veut dire, non? Comme une personne noire ignorante. Arrêtez de faire défiler chaque seconde de mon émission pour essayer de me trouver en train de mal prononcer des mots ou, je suis désolé, je ne parle pas allemand, Blitzkrieg. Libère-toi, Ben, vas-y franchement, c'est ce que tu ressens en ce moment. Il te déteste avec passion. Il regarde chaque minute de l'émission depuis que j'ai quitté le Daily Wire. C'était en fait le travail d'Alissa. À l'époque où Jérémy était là, il gardait un dossier, puis il l'envoyait à tous leurs influenceurs avec des extraits de l'émission. Et me sortir de mon contexte puis essayer de rendre ça viral, que ce soit en me traitant d'idiot ou en faisant semblant que j'étais le pire antisémite du monde, simplement parce que j'ai évoqué quelque chose de vrai. À propos d'Israël ou de son histoire,
Il perd des gens pour faire ça. Je veux juste lui donner le pass pour dire le mot en haine. Libère-toi, mec. Je sais que tu me détestes avec une passion brûlante, mais c'est arrivé à un point où ce n'est plus vraiment de la haine. Et c'est un peu, tu vois, on ne sait pas, mais on sait. Tu es sur scène à répéter des phrases cultes de l'émission. Tu es un fan. Tu aimes ça. C'est pas grave. Très bien, on revient tout de suite après une courte pause. Bon, les gars, soyons honnêtes. Ce n'est pas toujours facile de consommer tous ces fruits et légumes quotidiens. La vie est chargée, les repas sont pris à la va-vite et la nutrition passe à la trappe. C'est là qu'intervient Balance of Nature. Le système complet de santé de Balance of Nature, avec ses compléments de fruits et légumes, rend simple l'apport quotidien des nutriments dont votre corps a besoin. Fabriqués à partir de vrais fruits et légumes entiers, ils offrent une puissante phytonutrition dans une capsule facile à prendre. Les phytonutriments sont des composés naturels des plantes soutenant votre corps au plan cellulaire. Ils soutiennent l'énergie, l'immunité, la digestion et le bien-être pour un corps en pleine forme. Alors, rendez-vous sur balanceofnature.com et commandez dès aujourd'hui votre cure complète en tant que client privilégié. C'est à nouveau balanceofnature.com. Pensez aussi à American Financing, car vu l'envolée des prix et des assurances, même avec un emploi stable, beaucoup de familles doivent désormais compter. Si vous accumulez des dettes de carte de crédit à 20 ou 30 %, il est temps d'agir. Avec des taux hypothécaires au plus bas depuis 3 ans, American Financing aide les propriétaires à consolider leurs dettes autour de 5 %. Leurs experts ne vendent pas de simples prêts, ils créent de réelles stratégies de sortie de l'endettement. En moyenne, ils font économiser à leurs clients 800 $ par mois. Commencez aujourd'hui pour reporter vos 2 prochains paiements. C'est sans frais ni obligation pour voir vos économies. Américain, pour vos prêts immobiliers, l'adresse c'est American Financing. Alors appelez le 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 807-425-1210 sur americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. Vous savez bien que quand Ben traîne avec ses potes de la B'nai B'rith, il parle yiddish. Je crois que le terme yiddish, c'est spatza, au fait. Il veut un R bien appuyé, c'est ce qu'il veut dire. Tu sais, ils me détestent d'une façon que tu n'imagines même pas. Toi, tu ne joues pas avec eux, mec. Ils sont du genre « ramener cette esclave à la plantation ». Tu n'auras pas ça. Elle est ignorante. Bref, les gars, on a de nouveaux produits dérivés disponibles sur le site. Ouh, coupe ça. J'ai dit produits dérivés, pas du merch. Tu m'as eu. Nouveaux produits en ligne. Un coffret dédicacé en version papier est disponible, incluant Make Him a Sandwich et Blackout, signé par moi. Non, ils sont identiques. J'ai effectivement signé, tous. Nous avons réuni nos offres en un seul Club Candice à 11,99 $ mensuel ou 120 par an. Rejoignez notre club de lecture. On est vraiment à fond là-dedans et tout est en train de se passer en ce moment. Et c'est assez incroyable qu'on en parle et qu'on ait anticipé tout ça. C'était très tabou et maintenant tout le monde en parle. Même le gars qui a joué, son nom m'échappe. Je suis vraiment nulle avec les noms d'acteurs. Il a joué Hercule, il a tweeté que c'est pour cela qu'il a quitté Hollywood. Il disait qu'ils étaient tous une bande de pédophiles. Kevin Sorbo, c'est exact. Je le regardais tout le temps dans Hercule, mais il me répond « Ouais, c'est précisément pour ça que j'ai quitté Hollywood. » Il a tweeté ça hier, et tout commence à se savoir. Et ce n'est plus un sujet tabou. En réalité, ce qu'ils font constitue un tabou babylonien, pour ainsi dire. Au fait, le commentaire le plus populaire de l'épisode d'hier est « Pourquoi Erika ment-elle à la seule personne qui essaie de découvrir qui a tué son mari? » C'est une question qui mérite une réponse, à mon avis. C'est ce qui me paraît étrange. Dès que j'ai, reconnu le premier mensonge et que je l'ai vu clairement de bout en bout, je me suis dit non. En fait, pour être honnête, la première chose que j'ai remarquée, c'est le fait de laisser entrer dans ton cercle des gens que ton mari n'aimait pas, juste après sa mort. Que ce soit le New York Times ou le fait de leur permettre d'acheter des créneaux pour prendre la parole, ça, pour moi, ça ne semblait pas naturel. Unfest, pour moi, c'est là où les choses ont vraiment commencé à mal tourner. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de regarder ici? Que se passe-t-il? Tu sais peut-être quelque chose. Tu peux m'envoyer un message. Plus d'infos.
Vous pouvez nous envoyer un email à moretipsycandiceowens.com. Très bien, passons à quelques-uns de vos commentaires pour l'épisode d'aujourd'hui. Laissez-moi faire défiler jusqu'en bas. Erialiste écrit à propos des Zooms. Je ne comprends pas pourquoi Erika répétait sans cesse qu'il fallait rester humble. Si mon mari avait été assassiné, ce n'est pas quelque chose que j'aurais besoin de me répéter sans arrêt. Bizarre. Oui, je ne pense pas non plus que l'adjectif, le choix d'adjectif pour décrire Amfest serait humble. Je ne pense pas. Je ne crois pas que Tim Dillon décrirait cela comme une expérience humiliante, de quelque manière que ce soit, même avec beaucoup d'imagination. Remain Light écrit « Est-ce que tout le monde a vu la nouvelle concernant l'ex-mari de Jill Biden, Belle Richardson? » C'est Jill, au fait. J'ai l'impression que quand je dis Jill, ça sonne comme Joe. Jill Biden, je vous l'ai déjà dit, elle est folle. Elle a perdu la tête. C'est elle qui a soif de pouvoir. J'ai toujours ressenti ça à son sujet. Eh bien, apparemment, son ex-mari, écrit Remain Light, a été inculpé de meurtre au premier degré. De son ex-femme, ce qui s'est passé en décembre dernier. C'est une énorme nouvelle ici dans le Delaware et maintenant au-delà. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Attends, c'est Richardson comme le cabinet d'avocats Richardson dans le Delaware? Qui est-ce? Qui est-il? Qui est-il vraiment? Regardons cet article. Dis-nous ce qu'il fait. Je vais vous laisser découvrir ça. Ah, c'est ça? Ex-mari, il est écrit Bill Richardson. Cette personne s'est trompée de nom. D'accord. Bill Richardson n'a rien fait. Il se fait accuser à tort ici. D'accord. Donc en fait, c'est William Stevenson la bonne personne. Je suis content qu'on ait vérifié, parce que j'aurais reçu une petite mise en demeure du pauvre Bill Richardson. William Stevenson, 77 ans, de Wilmington, a été marié à Jill Biden pendant 5 ans, de 1970 à 1975. Et apparemment, cela semble toujours d'actualité. Jill Biden a refusé de commenter. C'est intéressant. La femme a été retrouvée inconsciente dans le salon et les tentatives de réanimation ont échoué. D'accord, info de dernière minute que je viens de l'apprendre. Merci de l'info. Nous allons suivre cela, probablement demain. Femme et journaliste incroyable, je suis fière de vous suivre. Le Christ est roi. Merci beaucoup. Shannon écrit « Ensemble, des millions de personnes ramènent la conscience vers la vérité et la lumière, repoussant l'obscurité. Que Dieu vous bénisse, Candace, pour mener la charge, essuyer toutes les critiques et les attaques, un véritable parcours de héros. Vous étiez faite pour cela. Eh bien, espérons que ce ne soit pas une épopée comme celle de Gilgamesh. Je disais justement à quel point il est étrange que nous écrivions des dissertations là-dessus à l'école et qu'on nous faisait croire que Gilgamesh était un héros. Et c'est Nimrod. Sortez vos enfants de ces écoles. Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire? Retirez vos enfants de l'école, d'accord? Le système académique? Les études, tout le parcours académique qui a été mis en place pour eux, vise à les amener à adorer de faux dieux à la place du vrai Dieu. C'est juste que, avec du recul, je suis stupéfaite par cela. Judas Schultz écrit « Je voulais juste vous dire merci. Merci d'être redoutable et inarrêtable, d'être fervent défenseur de la vérité et de dénoncer le mal, d'être une lueur d'espoir et une voix pour le peuple. PS. J'adore votre sarcasme quand vous le faites. Je suis une personne heureuse. En gros, une personne heureuse, tout simplement. Et je suis tout à fait sincère quand je dis ça, ça vient simplement du fait de réaliser que tout est réel. Je ne sais pas, voilà qui devrait vous encourager, cela devrait vous réchauffer la nuit. Il y a plus que cela. Et des gens essaient de vous pousser à vendre votre âme au diable, et vous avez toutes les occasions de dire non. Ces gens-là s'intéressent aux enfants. Protégez vos enfants. Retirez-les de l'école. Il n'y a rien là-bas. Et je crois vraiment qu'ils ont établi un réseau partout. Et ils traitent la salle de classe comme Sigmund Freud, leur père, l'aurait voulu. Et Sigmund Freud a ouvertement dit « Je dois être Satan. Je dois être Lucifer. » Et il disait « Oh, c'est normal. Il doit faire ça pour comprendre comment pensent les autres. » Marzi écrit « Merci à Norm Finkelstein. Epstein et Dershowitz l'ont contacté. Il les a traités de pédophiles et les a menacés. » J'ai adoré ça. Nous avons reçu Norm Finkelstein dans l'émission. Et la raison pour laquelle j'aime Norm Finkelstein, c'est qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je l'apprécie. Et en particulier, j'aime vraiment le fait qu'il soit juif. Et la raison pour laquelle j'aime ça, c'est parce que les personnes malveillantes qui prétendent être juives ont tellement de pouvoir dans les médias
qu'ils peuvent tromper les gens à tort en leur faisant croire, comme je l'ai dit, à ce faux dilemme que c'est « Oh, eh bien, ce n'est que leur point de vue. C'est ce qu'ils pensent tous. C'est comme ça qu'ils agissent tous. Ils sont tous là-dedans. Et non, c'est toujours une élite puissante. Ils ont accumulé trop de pouvoir. » Et voir Norman Finkelstein réagir en mode « Dégage de ma vue, tu es répugnant. Tu es un pédophile et je vais te faire du mal. C'est fantastique. » C'est vraiment une bonne personne. Je me suis assis. Nous avons des désaccords. Bien sûr que oui. Mais je ne suis plus intéressée à participer à ces faux dilemmes. Et je veux que nous nous unissions tous sur ce sur quoi nous pouvons nous accorder. Nous pourrons chipoter sur nos différences plus tard. Ça, c'est le diable et il faut qu'on le combatte. C'est ce que je ressens. Très bien, bravo à lui. Bev écrit « Pourquoi est-ce que… » Oh, attendez, j'ai déjà lu ce commentaire. Pardonnez-moi. Juan Will Wallace écrit « Non, Candace, chercher la vérité, bouleverser la norme, pas de contenu pour que Shapiro puisse les satisfaire. Tout ce que tu dis, c'est un scénario de mes jeunes années. Nous sommes des descendants d'une autre étoile. C'est hors sujet maintenant, mais la confirmation des extraterrestres. C'est une confirmation supplémentaire de Dieu pour ceux d'entre vous qui en ont besoin. Je ne suis pas si sûre de croire à cela. Je pense que lorsque nous parlons d'extraterrestres, de quoi parlons-nous vraiment? Et bien sûr, on pourrait avoir une discussion théologique beaucoup plus longue à ce sujet, mais parlons-nous des Néphilim. Parlons-nous, comme je l'ai dit, lisez le livre d'Enoch, de ces anges déchus qui se sont intentionnellement accouplés avec la race humaine. Et vous savez, de quoi parlons-nous exactement? Il y a bien plus à discuter, et nous devrions avoir ces discussions, surtout maintenant que nous en prenons conscience. Ils paniquent quand vous évoquez des choses comme les tablettes sumériennes, ou que vous parlez de l'opération Looking Glass. Oh, c'est tellement fou. Non, arrêtez. Vous ne nous manipulerez plus comme des moldus. Nous savons ce que vous mijotez. Nous savons que tout cela est réel, et c'est pour ça que vous êtes obsédés par le Moyen-Orient. Cela renferme l'histoire, et c'est ce qu'ils veulent détruire. Mais nous nous réveillons face à cela trop vite. C'est ça qui compte le plus. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain.